Le gouvernement doit continuer à tailler dans les dépenses publiques sans augmenter les impôts. Le gouverneur de la Banque de France vient de rendre son rapport au président Chirac. Il est notre invité. L'eau des côtes françaises est plus propre en moyenne. Le ministère de l'Environnement publie la carte de la qualité des eaux en France. La polyarthrite, une maladie des articulations qui touche essentiellement les femmes. 600 000 Français en sont atteints. Madame, monsieur, bonsoir. La police australienne est venue enfin à bout du tueur fou qui, au total, a abattu 34 personnes dimanche et cette nuit encore en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. L'homme, âgé de 29 ans, a été donc finalement maîtrisé et arrêté. Maryse Biogo. C'était un dimanche après-midi tranquille, sous le soleil austral de Tasmanie. Des centaines de touristes visitaient Port Arthur, le célèbre pénitencier australien, lorsqu'il est arrivé. Un homme âgé de 29 ans, armé de 2 fusils semi-automatiques, un tueur schizophrène qui achèvera sa mortelle randonnée dans les cendres de ce petit hôtel. 3 personnes sont mortes ici, carbonisées. Le tueur, lui, sera arrêté quelques minutes après avoir mis le feu à son dernier refuge, l'épilogue d'une longue cabale. Là où le tueur est passé, le temps semble s'être arrêté. 34 victimes abattues méthodiquement, 20 d'entre elles dans un café, 4 dans un autobus, 3 au péage d'une autoroute, 4 autres dans une voiture et les dernières dans l'incendie. 34 personnes victimes d'une absurde loterie. Nous nous sommes cachés derrière le car. Il est venu vers nous. Il a tué le chauffeur et les gens qui se trouvaient là. Et il a aussi blessé une personne appelée Brigitte Cook. Si cela n'avait pas été elle, ça aurait été moi. Les victimes ont toutes été soigneusement et calmement visées, une seule balle par personne et des proches abasourdis par le massacre. Nous pensons qu'ici, la maman portait son bébé de 3 ans lorsqu'elle a été abattue. Et la petite fille de 6 ans a essayé de s'échapper en courant. C'est à ce moment-là qu'elle a été tuée. Port Arthur vient donc aujourd'hui étoffer la liste de ces petites localités jusqu'alors inconnues, mais dont le nom devient soudainement synonyme de tuerie. La dernière fois, c'était à Dunblane, en Écosse. À la suite de ce tragique événement en Australie, comme dans de nombreux pays d'ailleurs, on pense à légiférer en matière d'armes à feu. En France, c'est le 6 mai prochain que toute personne possédant une arme devra obligatoirement l'avoir déclarée aux autorités, faute de quoi elle risquera une amende pouvant se monter jusqu'à 10 000 francs. Gilles Marinet, Denis Pardal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous voulez déclarer des armes? Bah oui, on m'a dit qu'il était temps de déclarer, alors je vous amène différentes armes. Vous avez jusqu'au 6 mai pour... J'ai bien regardé quelques articles, mais la législation semble tellement compliquée que je vous ai tout ramené. Ce chasseur girondin a été prévenu par sa fédération. Il sait qu'il lui faut faire enregistrer ses armes. La législation ayant évolué dans un sens restrictif, des fusils et carabines semi-automatiques détenus jusqu'alors librement sont désormais soumis à déclaration ou autorisation. Simple formalité, mais que beaucoup semblent découvrir au dernier moment. Vu que le 6 mai est proche, nous avons de plus en plus de personnes tous les jours recevant entre 10 et 20 personnes par jour. Essentiellement des chasseurs et tireurs sportifs qui se tiennent bien informés. Les autres, les centaines de milliers de détenteurs d'armes, citadins pour la plupart, n'ont bénéficié d'aucune campagne d'information. Ils risquent donc de se retrouver délinquants par ignorance, avec à la clé 10 000 francs d'amende. Les armuriers s'en inquiètent, ils demandent un report de la date de clôture du recensement. Nous, on est favorable à une déclaration des armes dès l'instant où les pouvoirs publics ont les moyens d'assumer les déclarations. Or, il semble qu'à l'heure actuelle, il y ait un certain laxisme et que les pouvoirs publics n'aient pas mis les moyens en place dans les préfectures, surtout en personnel, pour pouvoir recevoir toutes ces déclarations. Si les armuriers, les fédérations de chasse et de tir cherchent à gagner du temps, c'est aussi pour mieux expliquer une loi terriblement complexe. Suivant la longueur du canon, le nombre de munitions, la nature du chargeur, le même fusil peut se situer dans plusieurs catégories. Les textes n'épargnent pas non plus les adeptes de certains loisirs, comme le tir à balles de peinture. Les 100 000 lanceurs en circulation devront être déclarés. Déclaration qui peut s'effectuer sur l'honneur, la présentation de l'arme, et quelle qu'elle soit, n'est pas obligatoire. 9 700 francs par mois, c'est le salaire annuel moyen des Français, après prélèvement. C'est l'une des statistiques de l'enquête de l'INSEE publiée aujourd'hui. Une enquête qui montre aussi que les salaires qui augmentaient jusqu'en 1975 ont tendance à stagner depuis. Luc Bazizin, Claude Barnier.
Ça, c'était la bonne époque, le début des années 50, moment où la machine à produire tournait à plein régime, où l'on consommait, moment aussi où les salaires progressaient régulièrement. Pendant cet âge d'or, qui durera presque jusqu'à la fin des années 70, le salaire net moyen augmentait de plus de 4% par an. Aujourd'hui, la machine a remplacé l'homme. Le chômage pèse sur l'économie et freine les revendications salariales. Résultat, la progression des salaires est d'environ 0,5% par an. Certains se demandent donc maintenant s'il est judicieux ou non pour l'économie du pays d'augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires aujourd'hui parce qu'on voit bien que l'économie française bute sur une contrainte de demande, c'est-à-dire que la consommation croît insuffisamment rapidement. Et si on souhaite effectivement retrouver un taux de croissance permettant de faire baisser le chômage, il faut une augmentation de la consommation. C'est une illusion de penser qu'en distribuant du pouvoir d'achat supplémentaire, on pourra relancer l'économie par la consommation, en raison du fait tout simplement que les gens employés dans les entreprises aujourd'hui sont dans l'ensemble plutôt des gens qui ont dépassé la quarantaine, enfin en tout cas qui sont proches 35, 45 ans, etc. Ils sont dans l'ensemble équipés, saturés de biens matériels et ils ont peur pour l'avenir, ils vont donc faire une épargne de précaution supplémentaire en raison du fait que les retraites sont menacées et ils auront bien raison. Les cotisations sociales se sont considérablement alourdies. Résultat, les salaires augmentent peu et le pouvoir d'achat stagne. À Toulouse, la caisse primaire d'assurance maladie vient de mettre à jour une affaire qui vise plusieurs chirurgiens qui pratiquaient des greffes à l'aide de greffons synthétiques mieux remboursés que les greffons humains. Le délit pourrait porter sur plusieurs millions de francs. Christophe Larocca, Olivier Comte. C'est au cours d'une conférence de presse que la Caisse d'assurance maladie de la Haute-Garonne a révélé cette affaire. Ces médecins conseils ont examiné systématiquement tous les actes chirurgicaux pouvant impliquer des greffons d'origine humaine. Le résultat est surprenant. Ces 200 dossiers, donc, il y en a la très grande majorité, plus de 90%, qui comportent une anomalie. Il y a des fausses factures, il y a des factures qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a aussi des factures absentes. C'est-à-dire on ne fournit pas la facture qui est prévue. Ensuite, il y a des factures imprécises. On ne sait pas trop ce qu'on va rembourser. Et la Sécu porte plainte. Elle vise en fait 4 chirurgiens de la région toulousaine. Leur nom revient dans la majorité des dossiers. Elle les soupçonne d'avoir implanté des greffons humains, des os ou des ligaments, et d'avoir facturé à la sécurité sociale des greffons de synthèse, remboursés 4 à 5 fois plus cher. 150 patients sont concernés et le préjudice pourrait dépasser le million de francs. Reste un problème, ces greffons d'origine inconnue, selon la Sécu, ont-ils pu contaminer des malades? Oui, c'est une hypothèse, mais encore une fois, je ne suis pas en mesure de la confirmer ou de l'infirmer avec les éléments dont on dispose, notamment sur le plan administratif. Et pourtant, tous les spécialistes de la santé sont formels, ces greffons ne peuvent en aucun cas contaminer un patient. Ces greffons sont d'une innocuité absolue. Ils ne peuvent entraîner ni de séropositivité, ni d'hépatite C par exemple, ni de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les 4 chirurgiens passeront prochainement devant le Conseil de l'Ordre des médecins, mais cette instance souligne le flou juridique qui entoure le remboursement des prothèses d'origine humaine et accuse implicitement la Sécu d'avoir fait un coup médiatique pour mettre les médecins dépensiers sous pression. Le gouverneur de la Banque de France vient de remettre son rapport annuel au président de la République, un rapport qui insiste sur la réduction essentielle des dépenses publiques, notamment en matière de santé. Florence Duprat, Claude Barnier. Contestée par les médecins, critiquée par les syndicats, la réforme de la sécurité sociale a au moins trouvé un supporter, le gouverneur de la Banque de France. Jean-Claude Trichet a profité de la présentation de son rapport annuel pour militer en faveur d'une gestion plus économe. L'appel est solennel. Assurés et professionnels de la santé doivent, selon lui, faire un effort. Car les dépenses ont fortement augmenté en 1995. Le trou de la Sécu se creuse chaque jour un peu plus. Le déficit cette année pourrait atteindre 40 milliards de francs. À défaut de soumettre des suggestions, le gouverneur de la Banque de France apporte clairement son soutien au gouvernement. Mais il l'incite aussi à être moins dépensier. Les déficits publics sont trop lourds, il faut absolument les réduire pour stimuler une croissance qui s'essouffle et relancer l'emploi. Monsieur Trichet, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors vous nous dites, et vous dites au gouvernement, vous dites qu'il faut encore tailler dans les dépenses publiques, mais on ne doit pas augmenter les impôts. Alors où chercher les nouvelles économies? D'abord, je tiens à le dire, ce n'est pas moi qui dis tout ça, c'est le collège, c'est le Conseil de la politique monétaire. Nous avons tous ensemble regardé cette question et c'est tous ensemble, à 9, les 9 sages comme on dit, que nous avons transmis ce message.
Ce que nous disons avant tout, c'est en effet, il faut réduire les déficits publics et nous encourageons naturellement le gouvernement à appliquer le programme qu'il s'est donné. C'est le fameux 5-4-3, faire moins de 3% de déficit l'année prochaine et moins de 4% cette année ou 4%. Au-delà, et vous l'avez noté, en effet, nous disons qu'il faut soutenir la réforme de la sécurité sociale. Nous pensons que c'est nécessaire. Nous le disons et nous avons tenu à lancer, tous les 9, un appel assez solennel aux professions de santé, aux assurés sociaux, en leur disant, de toute manière, non seulement c'est bon pour l'économie, naturellement, que de mieux gérer la sécurité sociale, mais en tout état de cause, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y a quelques minutes, juste avant de vous interroger, nous avons passé un document sur une enquête de l'INSEE à propos des salaires. Les salaires n'augmentent plus, stagnent plutôt depuis une quinzaine d'années maintenant. Et certains voudraient aujourd'hui les voir augmenter en disant si on augmente les salaires, eh bien on augmente la consommation. Qu'en pensez-vous, vous, le gouverneur de la Banque de France? Là aussi, nous avons une position qui est toute simple. La loi nous demande de garder la stabilité des prix pour le compte de tous les Français. C'est-à-dire de faire en sorte que la valeur de la monnaie, qui est la propriété de tous les Français, puisse être bien gardée. Alors pour qu'elle soit bien gardée, pour que le pouvoir d'achat de la monnaie soit bien préservé, il faut qu'il y ait modération dans les évolutions de revenus. Et je crois que cela, les Français le comprennent très bien. Ils sont attachés à leur monnaie, ils sont contents que leur monnaie, le franc, garde bien la valeur. Le problème peut-être que nous avons, et on rejoint la question précédente, c'est que de plus en plus de pouvoir d'achat est distribué par des prestations diverses, notamment des prestations sociales, et peut-être que la part relative, qui est distribuée sous forme de salaire directement perçu, devient, aux yeux des Français, de plus en plus ténue. Si on pouvait mieux maîtriser la dépense, notamment d'assurance maladie par exemple, on pourrait peut-être arriver à avoir une autre répartition. Alors dernière chose, Monsieur Trichet, la politique du franc fort, c'est vous, vous y tenez. Certains industriels disent qu'elle désavantage la France à l'exportation et qu'elle amène même certains industriels à délocaliser leur production, donc à créer du chômage. D'abord, encore une fois, ce n'est pas moi. La politique du franc stable, solide, fort comme vous voulez, c'est une politique qui est poursuivie par un conseil, un collège de 9 membres d'une part, et d'autre part qui a été poursuivie par les gouvernements et les présidents de la République de notre pays. Cela dit, Monsieur Trichet, bien que ce ne soit pas vous, vous donnez quand même des conseils très fermes au gouvernement, des avis assez précis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va vous reprocher, certains politiques, d'outrepasser un peu vos fonctions, encore une fois ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour une raison très très simple. C'est que la Banque de France a été, de par la volonté du peuple français, créée comme une institution indépendante. Il a fallu modifier la constitution de la Ve République, il a fallu le oui au référendum de Maastricht et 2 lois. Alors c'est notre devoir que de garder la monnaie le mieux possible, et c'est notre devoir aussi de dire les choses comme nous les pensons. Nous ne sommes responsables que de la monnaie. Nous ne sommes pas responsables des déficits. Nous ne sommes pas responsables de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas responsables de l'ensemble de la politique économique. Dans notre domaine, nous faisons ce que nous pouvons et nous avons pu baisser les taux d'intérêt de marché dans des proportions considérables. Nous en sommes contents parce que c'est le signe que la monnaie a été bien gardée et ça permet aussi à l'économie française d'avoir de meilleures conditions de financement, de pouvoir, nous l'espérons, être dans une meilleure situation pour sa croissance, la création d'emplois et la lutte contre le chômage. Je vous remercie. Merci. Le ministère de l'Environnement publie aujourd'hui la carte de France de la qualité des eaux de baignade. Le bilan est plutôt positif. Le temps sec de l'été dernier y est pour quelque chose, en plus des efforts des communes du bord de mer. Anne Poncinet. L'eau de baignade française se porte bien, merci. Elle vous attend pour les vacances. Aux dernières nouvelles, 94% de l'eau de mer et 91% de l'eau douce étaient conformes aux normes européennes. C'est un peu mieux que l'an dernier. Plus de 1500 points d'eau de mer ont été analysés. Il n'y en a qu'un qui soit très mauvais, c'est le point rouge, Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône. Les points jaunes sur la carte sont des plages qui ont pu être momentanément polluées, mais pas suffisamment pour justifier une interdiction permanente de s'y baigner. Cette année, la Côte d'Azur a un peu régressé à cause de la pluie abondante qui a déversé la pollution dans la mer. Du côté de l'océan, un petit problème d'eau usée dans les Pyrénées-Atlantiques, mais un bon point pour les Pays de Loire, la seule région dont toutes les eaux, douces et salées, soient conformes. La Bretagne reste à un bon niveau.
Plus au nord, la Manche et la Normandie ont fait de gros progrès sur l'assainissement de leurs eaux, même si les points jaunes y sont plus présents qu'ailleurs. Enfin, côté lac et rivière, les points rouges, c'est-à-dire les eaux de mauvaise qualité, sont plus nombreux qu'en borne mer, mais ils ont fortement diminué, en passant de 53 à 23. Les spécialistes de la météo en France scrutent le ciel en espérant des pluies abondantes dans les semaines à venir, car des alertes à la sécheresse se succèdent après l'Alsace, la Lorraine. Cette fois-ci, c'est le Nord. Marianne Masse, Jean-Christophe Raxi. À voir les bourgeons bourgeonner et l'herbe verte verdoyer, on aurait peine à croire qu'ici, c'est la sécheresse. Il suffit pourtant de voir l'état de la terre et d'écouter l'avis des professionnels pour s'en convaincre. Là, vous regardez quoi exactement? La profondeur du semis, si c'est à peu près correct. Puis l'humidité qu'il devrait avoir, mais qu'il n'a plus. Les cailloux de terre qu'il ne devrait pas en avoir. Pour faire une belle profondeur de semis et un beau semis. C'est-à-dire que la terre devrait être plus meuble que ça? Oui, elle devrait être beaucoup plus fine, on devrait pouvoir la travailler comme on veut. Et c'est pas possible. 2 petits millimètres de pluie pour le mois d'avril contre 50 habituellement à pareille époque, ça fait un peu court pour les semis. Chez les producteurs, on accuse déjà un retard de 3 semaines dans les cultures. Betteraves, pommes de terre et céréales attendent l'eau. Jusque maintenant, ça allait, mais maintenant, ça commence à venir grave s'il ne pleut pas ces jours-ci. Parce que dans 3 semaines, après, c'est fini. S'il n'y a pas plu d'ici 3 semaines, les cultures ils seront envolés. Un printemps sec après un hiver peu pluvieux, ça ne favorise pas non plus le remplissage des nappes phréatiques. Depuis les 6 derniers mois, les précipitations relevées dans la région sont 2 fois moins importantes que la moyenne des pluies enregistrées à la même époque depuis les 50 dernières années, si bien qu'on parle déjà d'un été 76 bis. La situation est pire puisqu'en 76, on avait enregistré les dernières précipitations au mois de décembre, donc on avait eu un mois de décembre 75 pluvieux, et ensuite la sécheresse s'était donc déclenchée. Ici, cette année, on en est donc à un mois d'octobre pluvieux, on a donc 2 mois pratiquement plus de temps sec. Donc, a priori, on est parti sur une situation pire qu'en 67. Une situation préoccupante mais pas encore dramatique. Météo France prévoit un retour des précipitations dans la région pour mercredi après-midi. Le Nord qui réclame de la pluie, c'est quand même un peu le monde à l'envers. Les ministres de l'Agriculture européens réunis pour 2 jours à Luxembourg vont tenter de trouver une solution au dossier de la vache folle. La Grande-Bretagne cherche toujours à réduire le nombre de bêtes à abattre pour obtenir un début de levée d'embargo. Jean-Yves Perrin, Bernie Mériot. C'est l'homme le plus attendu de ce Conseil agricole. Le ministre britannique arrive à Luxembourg avec un plan d'abattage des 40 000 vaches anglaises les plus menacées par la maladie de la vache folle. Avec ce plan, Douglas Hogg espère obtenir un assouplissement de l'embargo. Il semble prêt aujourd'hui à négocier. Nous avons proposé un plan qui, à notre avis, est bien planifié, bien proportionné, très ciblé. Je ne suis pas un homme arrogant. Si quelqu'un vient avec des propositions adéquates et justes pour améliorer notre plan, ce serait fou de ne pas l'écouter. Et comme par hasard, le ministre français a lui aussi nuancé sa position. Ferme, mais ouvert. Je comprends parfaitement la volonté du gouvernement britannique. Et puis, il est tout à fait exact que l'embargo ne va pas durer 1000 ans, ni même 100 ans. Donc, il faut déjà que nous envisagions les conditions dans lesquelles nous pouvons assouplir la position. Après cet échange de politesse, l'heure est aux négociations. Le ministre britannique présente actuellement son plan d'éradication de la maladie à l'ensemble de ses collègues. Les 15 sont convenus d'en débattre pendant le dîner. Il y aura du bœuf à table, mais pas dans les assiettes. Le bras de fer, si toutefois il y a bras de fer, se déroulera autour d'un filet d'agneau. Des indiscrétions commencent à sortir à propos de la réforme de l'armée de terre et de l'implantation des casernes en France. Une quarantaine de sites seraient menacés, notamment dans le nord-est et l'est de la France. Exemple, la commune de Sarrebourg en Moselle, une ville au présent et au passé militaire. Christine Boss, Sylvain Gauthier. Aujourd'hui, l'armée à Sarrebourg, c'est le 1er régiment d'infanterie, essentiellement composé d'engagés, et puis le 1er régiment du matériel de l'armée de terre qui compte de nombreux appelés. Au total, près de 2000 hommes pour une population globale de 15 000 habitants. Dans cette ville de garnison, les militaires sont omniprésents, et ce depuis 130 ans, pour preuve ces casernes de briques jaunes qui n'en finissent pas, héritées de l'annexion allemande. Sarrebourg sans ses régiments, un scénario catastrophe, pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais qui suscite une grande inquiétude.
Donc en matière de masse salariale, en matière d'enfants dans les écoles, en matière de services publics tels que les hôpitaux, en matière de logement sur la ville, c'est véritablement un impact et un poids très très lourd. Et lorsqu'une ville, quelle qu'elle soit, vient à perdre sa garnison, c'est non seulement sur le plan économique une situation dramatique, mais c'est aussi, vous voyez bien les bâtiments militaires importants dans notre ville, un déchirement. Un déchirement à la mesure du poids économique que représentent ces militaires, soit 110 millions de francs de masse salariale. Pour certains commerces, ils constituent 30 à 40% du chiffre d'affaires. Mais si effectivement c'est vrai, beaucoup de commerces à Sarrebourg, je pense qu'ils laisseront des plumes. Si on nous enlève les militaires, c'est certain, le coup sera, à mon avis, très très dur et Sarrebourg va redevenir un village. Et pour que cela n'arrive pas, beaucoup ici sont prêts à se battre pour garder leur régiment ou pour le moins obtenir d'importantes compensations. Environ 1 millier de salariés du Crédit Foncier en grève ont manifesté aujourd'hui devant le siège social de leur établissement à Paris. Le Crédit Foncier connaît de graves difficultés qui pourraient amener la direction à procéder à des licenciements. Le Crédit Foncier affiche cette année des pertes de près de 11 milliards de francs après avoir perdu l'exclusivité des prêts à la propriété, les PAP, et procédé à des placements immobiliers, disons, hasardeux. Ce soir, le gouvernement a décidé de donner un répit de 3 mois au Crédit Foncier, le temps de mettre sur pied un plan de restructuration. Le Conseil des ministres de ce matin a adopté la réforme sur l'urbanisme commercial, plus simplement le droit d'implantation des grandes surfaces. Une autorisation est désormais indispensable pour tous les magasins de plus de 300 mètres carrés de surface et toute implantation d'un nouvel hypermarché sera précédée d'une enquête d'utilité publique. Il s'agit pour le gouvernement de préserver l'emploi dans le petit et moyen commerce. Laurent Bailly, Frédéric Delarue. Jusqu'ici, les super et hypermarchés ne devaient demander une autorisation pour s'installer que s'ils dépassaient 1000 m² ou 1500 m² dans les grandes villes. Désormais, cette autorisation sera obligatoire dès 300 m². En plus, tout projet supérieur à 6000 m² fera l'objet d'une enquête d'utilité publique. Un durcissement de la loi Royer qui ravit les petits commerçants mais excède les grands. Nous disons, c'est un système bureaucratique qui est extrêmement dangereux, qui est en plus très inadapté au moment même où la consommation est difficile. C'est plutôt le moment de relancer le commerce, de faire en sorte qu'il y ait une offre commerciale stimulante sur le terrain. Nous pensons que ce n'est pas une bonne solution du tout. Cette loi est nécessaire parce que l'économie c'est la vie, et quand au nom de la concurrence à tout prix on tue l'économie, on tue l'aménagement du territoire pour lequel on dépense beaucoup d'argent, et par conséquent, il faut revenir sur les excès. L'État est là pour réglementer les excès. Le gouvernement veut aider les 2 millions d'artisans et les petits commerçants qui ont souffert du triplement du nombre des grandes surfaces en 20 ans. Le consommateur a beau payer moins cher en hypermarché, ce projet veut privilégier la lutte contre le chômage. Le consommateur ne doit pas se laisser tromper par certains discours d'illusion. Il est clair aujourd'hui que c'est l'emploi qui doit être la priorité pour tous. Et l'emploi, ça passe par un tissu de petits commerçants, d'artisans, de petites entreprises, de moyennes entreprises dynamiques. Pourtant, des emplois, les grandes surfaces en créent aussi. Il devrait donc y avoir des dérogations à cette réforme pour les banlieues et les futures zones franches. L'abbé Pierre continue à faire parler de lui. Il récidive aujourd'hui dans le journal Libération. Sans nier l'existence des camps de concentration, il s'élève contre ceux qui veulent empêcher toute recherche historique sur le sujet, notamment sur le nombre des victimes. Michael Darmon, Maryse Richard. Octobre 95, l'abbé Pierre est à Jérusalem. Son premier geste, se recueillir au mémorial de l'Holocauste à Yad Vashem, un symbole pour le porte-parole des exclus et des opprimés. Avril 96, l'abbé Pierre devient en quelques jours le sponsor inattendu des thèses négationnistes en soutenant un ouvrage de Roger Garaudy mettant en cause l'existence des chambres à gaz. On parle de faux pas, de fautes. Bernard Kouchner, proche de l'abbé Pierre, se dit peiné mais pas étonné. Précisons, l'abbé Pierre n'est pas antisémite. Sa conduite et son héroïsme le prouvent. Mais il est anti-judaïque au sens religieux. Tout ça n'est pas sérieux et tout ça apporte du moulin aux pires fascistes, aux pires révisionnistes et à l'extrême droite, ce qui est le contraire du combat de l'abbé Pierre. J'ai de la peine pour lui, j'ai de la peine pour moi parce que c'est mon ami. Populaire et célèbre pour ses colères face à l'injustice sociale, on avait moins souvent entendu l'abbé Pierre sur son parcours théologique, son rapport d'homme d'église à l'histoire du peuple juif et d'Israël. Avec cette polémique sur le génocide nazi,
Certains estiment qu'il se démarque du discours de l'Église. Est-ce qu'il n'est pas peut-être simplement victime d'un catéchisme de son temps qui était diffusé bien avant la guerre et dans lequel les relents de ce fameux antisémitisme culturel, comme on disait à l'époque, a peut-être été la formation de son enfance et que finalement il n'est peut-être pas revenu sur ses idées totalement, ce qui serait pour nous évidemment une grande tristesse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui l'Église catholique, et notamment française, se doit de se démarquer des positions de l'abbé Pierre. Cet après-midi, l'abbé Pierre a joint le grand rabbin Citruc par téléphone. Rendez-vous est pris pour dans quelques jours. Et l'Église dans tout ça, pour l'instant, elle se tait. Avant d'intervenir, la hiérarchie catholique attend peut-être une nouvelle mise au point de l'abbé Pierre. Je me suis trompé. Et à l'instant même, la conférence des évêques de France, dans un communiqué, vient de faire savoir que l'Église catholique de France n'appuyait pas les prises de position de l'abbé Pierre. Information contradictoire en Tchétchénie. En début d'après-midi, on apprenait la mort dans une embuscade du successeur du général Doudaïev, lui-même assassiné la semaine dernière. Depuis, c'est la confusion. D'après l'entourage du nouveau chef de la résistance tchétchène, Zelimkhan Yandarbiev, celui-ci est bel et bien vivant. Le Liban s'apprête à enterrer demain les 110 morts du massacre de Cana la semaine dernière, ce quartier général des Nations Unies où avaient trouvé refuge plusieurs centaines de Libanais. Aujourd'hui, sur les lieux mêmes du massacre, des incidents ont éclaté entre milices rivales qui ajoutent encore à la tension. Dorothée Lyrique, Franck Brisset. Demain, Cana enterre ses martyrs. Des tombes à quelques mètres seulement de l'endroit où les obus ont tué 110 civils. Il y avait des enfants, des femmes. Les Libanais ne veulent toujours pas croire à une telle horreur. C'est un musée qui nous montre la civilisation israélienne. Nous voulons que tout le monde savoir ce massacre, voir aussi. Voir, tenter de comprendre aussi. Depuis ce jour où les obus israéliens sont tombés en plein camp de l'ONU, ils viennent par dizaines pour se recueillir sur les lieux du massacre. Même ce casque bleu n'arrive pas à effacer ce cauchemar de sa mémoire. Je ressens tellement de tristesse. C'est incroyable. Ça me fait mal pour eux. Je crois que la guerre est un crime. Je crois que les Israéliens veulent nous prendre notre terre, notre pays. Et la résistance va les écraser. Difficile de comprendre la guerre à 11 ans. Fatma, qui entend soudain des tirs, n'a même plus peur. Nous sommes sur les lieux mêmes du massacre. Et soudain, c'est comme si le cauchemar allait recommencer. À une centaine de mètres du camp, des miliciens se tirent dessus. Où est le responsable militaire ici? Allez vite vous mettre aux abris avec les enfants. Les casques bleus ferment les portes du camp, les civils vont se protéger. À chaque fois qu'on entend des tirs, on a peur que les avions israéliens reviennent. Une heure plus tard, les casques bleus laissent sortir les civils. Ici, demain, on enterre les martyrs, mais pas la peur. En bref, encore 2 mois après sa victoire de justesse aux élections législatives en Espagne, M. José María Aznar, à la tête de la nouvelle majorité de centre-droit, est arrivé à signer un accord avec son allié catalan, M. Jordi Pujol. L'accord a été signé à Barcelone et non à Madrid. En contrepartie, le chef de la Généralité de Catalogne a obtenu plus d'indépendance financière et politique pour sa province. Son nom est resté célèbre. William Colby, ancien patron de la CIA, les services secrets américains, de 73 à 76, après une vie entièrement consacrée à l'espionnage. William Colby, actuellement à la retraite, a mystérieusement disparu alors qu'il faisait du canotage près de chez lui sur le fleuve Potomac. Des chercheurs français lancent une nouvelle étude sur la polyarthrite, une maladie des articulations qui touche essentiellement les femmes. On estime à 600 000 le nombre de personnes qui souffrent de cette affection en France. Caroline Glorion, Jean-Michel Mire. Le problème, c'est que c'est un peu haut. Encore en ce moment, j'y arrive, mais parfois, je humecte mes doigts parce que ça a plus de prise. Sinon, ça glisse et on ne peut pas serrer. Et là, je mets la main dessous pour le soutenir, sinon, ça glisse. Chaque geste de la vie quotidienne est devenu un supplice. Et pourtant, elle a dû s'habituer. Cela dure depuis 23 ans. Atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, elle est professeure de biologie dans un collège et n'a jamais cessé de travailler. Je souffre tellement, parfois non-stop, pendant des mois et des années, qu'il m'est arrivé de penser que j'aurais préféré avoir un cancer.
Parce qu'au moins, avec un cancer, ou on meurt, ou on guérit. Mais on guérit à terme de 2, 3 ans, 4 ans. Tandis que là, ça fait 23 ans. Et ce n'est pas fini, ça ne finira jamais. C'est une lutte de tous les jours, de tous les instants, sans répit. La polyarthrite est donc une maladie des articulations qui ne se guérit pas. Pourtant, dans ce laboratoire de recherche, le professeur Jean Roudier et son équipe ont découvert l'un des gènes responsables de la maladie. On est capable instantanément, par une prise de sang, d'identifier quels sont les malades qui vont avoir une polyarthrite sévère, et on peut d'emblée leur donner un traitement agressif, ça veut dire du méthotrexate et éventuellement des gestes locaux sur leurs articulations. Un progrès important au moment du diagnostic, mais l'apport de la génétique ne modifie en rien les difficultés et la souffrance des malades. Découvrir de nouveaux gènes défectueux, c'est le travail des spécialistes aujourd'hui. L'espoir d'approcher plus près encore des causes de cette maladie et donc à terme de trouver le traitement pour la guérir. Le tribunal correctionnel de Toulon juge à partir d'aujourd'hui le député RPR du Var, Philippe de Canson. Conseiller général, il était également administrateur d'une maison de retraite qui était gérée par son épouse. Et leur manière, disons, de payer le personnel était vraiment très particulière. Dominique Verdeillan, Axel Charles Messange. Une comparution en famille. Philippe de Canson, député RPR du Var, son épouse et son fils sont sur le même banc des prévenus. Question, le premier conseiller général a-t-il permis aux deux autres d'implanter et de gérer une maison de retraite surnommée la Bélisa? Philippe de Canson dénonce, lui, le procès politique. Et pour moi, c'est un dossier complètement vide. Quel député qu'on cherche à viser? Ça me paraît évident, hein. Derrière les murs de la Bélisa, l'accusation ne voit qu'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et surtout extorsion de fonds. Les infirmières libérales devaient rétrocéder à la direction 10% de leur salaire, soi-disant pour des prestations administratives. En fait, pour la partie civile, il s'agit de ponction et de chantage à l'emploi. Les infirmières qui ont toute leur activité dans ces établissements, si elles refusent de payer ces pourcentages, sont parfois très brutalement mises à la porte. Certaines d'ailleurs n'ont pas pu rentrer dans les établissements un beau matin. Faux, rétorque la défense, qui relève que seules 5 infirmières sur 19 avaient accepté cette convention illicite mais courante. On nous dit que ce serait une pratique illégale, qui aurait cours, que tout le monde en serait informé. Et comme par hasard, seule la maison de retraite concernant la famille de Canson fait l'objet des foudres de la justice. Quant à Maurice Arex, ex-président du Conseil général, mis en examen dans un autre dossier, il est venu voler au secours de Philippe de Canson. Et l'on se demande si aujourd'hui ce sont deux élus qui ont parlé d'une même voix ou s'il s'agit là d'une entente cordiale entre deux hommes qui doivent répondre devant la justice, chacun de leur côté, de malversation. À la rubrique bol d'air, c'est la saison des classes vertes ou classes de découverte pour les enfants qui ont la chance d'y participer. C'est le cas des filles et des garçons de Grenoble qui sont arrivés aujourd'hui dans le splendide massif de la Chartreuse. Valérie Astruc, Olivier Robert. Des petits citadins à la campagne. Ils n'ont que 5 ans et c'est leur première classe verte, très loin de la maison. Allez, on va au dortoir. La nature, ils vont la découvrir bientôt, mais avant les sorties, chacun s'installe pour une semaine de vie en groupe. Vous avez tous un oreiller, une couverture? Moi j'ai pas de couverture. Comment tu vas faire? Je sais pas. Quand ils arrivent, ils sont assez excités par rapport parce qu'ils ne connaissent pas les lieux. Donc ils sont pressés de découvrir leur chambre, pressés de découvrir les lits, les lieux. La salle de classe aussi est nouvelle, mais pas question d'y languir trop longtemps, une demi-heure seulement par jour car le programme est chargé. Éveil à la nature le matin. Pour l'instant, vous fermez tous les yeux. Découverte de la faune l'après-midi. T'as vu, il y a une coccinelle. Où? Tu peux me la donner? Tu la passes à quelqu'un, Caroline? Moi. Non, voilà, ça lui fait mal. Hein. Vous avancez, puis après Thomas... Ah, ben voilà. Mais cette classe verte ne rime surtout pas avec récréation. L'objectif est clairement pédagogique, faire de ces enfants des citoyens respectueux de la nature, les sensibiliser à l'écologie. Les guêpes, les mouches, etc. Tout ça a un intérêt nature. Hein, c'est voir apprécier l'environnement, la forêt, la faune et la flore pour la respecter ensuite. Vivre en groupe, faire attention à ses petits camarades, c'est aussi l'un des buts de la classe verte. Rien à voir avec la colo.
Tel père, tel fils, c'est assez rare dans beaucoup de domaines, ça l'est moins dans la Formule 1 automobile. Hier, le Québécois Jacques Villeneuve, fils de Gilles Villeneuve, gagnait son premier Grand Prix en Allemagne, et l'Anglais Damon Hill, fils de Graham Hill, domine le championnat du monde de Formule 1. Laurent-Frédéric Bollet. C'est fait. Grâce à son seul talent, Jacques Villeneuve est entré dans la légende du sport automobile. 25 ans, 4e Grand Prix et première victoire déjà dans des conditions terribles. Sur le circuit du Nürburgring, avec Michael Schumacher aux trousses pendant 30 tours, il fallait des nerfs exceptionnels pour résister à une telle pression. Un triomphe pourtant modeste et un discours sage. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut le faire au maximum et il faut le faire professionnellement. L'équipe a confiance dans les pilotes, il faut travailler professionnellement, on n'est pas là pour jouer. Son patron Frank Williams peut être content. Jacques Villeneuve et son coéquipier Damon Hill forment l'équipe la plus forte, la plus homogène et aussi la plus émouvante, celle d'une deuxième génération. Jacques, fils de Gilles Villeneuve, mort en 1982, leur décès. Damon, fils de Graham Hill, mort en 1975 dans un accident d'avion. Aujourd'hui, les fils empruntent les mêmes virages et les mêmes trajectoires que jadis les pères. Une boucle est bouclée et une nouvelle histoire commence. Jacques est évidemment un très bon pilote et nos attitudes souvent se ressemblent. On se comprend bien et lui-même apporte quelque chose de nouveau à la Formule 1 depuis l'Amérique. C'est très bien comme ça. Des fils pourtant fort différents de leur père. Graham Hill, ancien mécanicien à qui on avait donné sa chance de pilote, était un joyeux luron en dehors de la piste. Son fils Damon aujourd'hui a sans doute moins l'occasion de rire. Son premier enfant est handicapé, les enjeux sportifs et financiers se sont accrus, les moments de détente sont rares. Gilles Villeneuve, lui, était un autre joyeux luron, mais sur la piste. Rapide, brillant, capable de coups de génie, mais inconstant, là où son fils d'évidence est posé, intelligent, passionné d'ordinateur et parlant 4 langues. Pourtant, au-delà de ces différences, le virus de la compétition, ça doit se transmettre, Villeneuve et Hill en sont la preuve. Dans le genre grand spectacle maintenant, mercredi sort sur les écrans en France un film américain Ultime Décision. Détournement, prise d'otage en plein ciel se succèdent avec des spécialistes du genre comme Steven Seagal ou encore Kurt Russell. Accrochez-vous, Bruno Albin. J'ai un message pour le président américain. J'ai pris le contrôle du vol 343. Ce ne sont pas les otages qui les intéressent, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Les pirates se sont emparés d'un chargement neurotoxique BZ5. Vous êtes en train de dire que le neurogaz est à bord? Oui, monsieur. Ils ont l'intention de faire exploser l'avion pour répandre le DZ5, ici, au-dessus de Washington. Voilà pour le scénario, et voici The Star, la plus chère de l'histoire d'Hollywood, l'avion furtif, le vrai, le joujou du Pentagone, 5 milliards de francs, cauchemar pour ministre des Finances, mais tout finit par s'arranger puisque les militaires lui ont enfin trouvé un emploi de première classe dans ce film à voir au second degré. À bord, le courant ne passe pas entre Kurt Russell, le théoricien du Pentagone, embarqué malgré lui avec un colonel baroudeur des forces spéciales, le beau Steven Seagal. Si vous ne me croyez pas, pourquoi effectuer cette mission? Sinon, qui d'autre aurait tenté le coup? Vous? Le coup, prendre le Boeing à l'abordage. Du jamais vu, du risqué, tellement risqué que Steven Seagal, le colonel, n'y survit pas. Tant pis pour le cachet de la star. On ne réussira jamais! Vous réussirez! Tuer une star de cinéma, c'est une idée plutôt excitante. Voilà un type, la vedette, et tout d'un coup il meurt. Alors les spectateurs se disent, s'il est mort, tout le monde peut mourir, il peut se passer n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Avec des caméras vidéo dans le plafond et un commando dans la soute à bagages, il va s'en passer des choses et qui vous clouent au fauteuil. Depuis 747 en péril et les dents de la mer, on n'a pas fait mieux, mais on n'arrête pas le progrès. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, ensuite vacances bourgeoises avec Jean-Claude Brialy. Dernier journal, Philippe Lefebvre, aux alentours de 0h10. Demain 13h, vous retrouverez Benoît Duquesne. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.